Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, tandis que certains partis politiques saluent cette décision des autorités, d'autres expriment leur inquiétude quant aux conséquences pour les populations. Nous ferons le point sur les réactions et les implications possibles de ces retraits historiques. Saisie d'armes en quantité record par les forces armées maliennes, nous reviendrons sur les détails de cette saisie et les défis sécuritaires liés à la circulation des armes. Le Canada riposte face aux États-Unis avec de nouveaux droits de douane. En réponse aux mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump, le Premier ministre canadien annonce des représailles économiques. Analyse des enjeux de cette escalade commerciale entre les deux voisins nord-américains. C'est parti pour une nouvelle semaine. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. Des partis politiques réagissent au retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Si d'aucuns se félicitent de cette décision prise par les autorités de ces trois pays, d'autres s'inquiètent de ses conséquences éventuelles sur la population. Paul Yapinguesson. Le parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, qualifie cette décision de regrettable. La CODEM affirme ne pas être surpris pour autant. Quant à l'Union pour la sauvegarde de la République, le parti est en phase avec cette décision des chefs d'État de la Confédération de l'AES. Dans un communiqué publié le 1er janvier, le parti de l'ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit préoccupé par les éventuelles conséquences que pourrait engendrer le retrait du Mali de la CEDEAO sur la population malienne en l'absence d'un dialogue direct, franc et constructif. Le RPM constate qu'à l'expiration du délai d'un an, le comité de pilotage de haut niveau n'a toujours pas livré ses premières recommandations, encore moins des propositions de solutions susceptibles d'être traduites en actions concrètes par le gouvernement pour gérer les effets du retrait. Le RPM propose en conséquence au gouvernement d'assurer une information correcte et régulière des populations maliennes afin de mieux les préparer à affronter les défis à court, moyen et long terme, de renforcer les relations politiques, économiques et commerciales à travers des accords bilatéraux avec tous les pays voisins du Mali, afin de créer les conditions d'un retrait respectueux de la souveraineté du Mali et de la sécurité des Maliennes et des Maliens. Si cette sortie est actée, pour Maître Babé Gano, il ne faudra pas perdre les acquis de financement de la CEDEAO de projets dans ces trois pays. Nous fûmes membres de la CEDEAO et nous avons bénéficié de l'assistance et du concours financier des institutions financières de la CEDEAO. Et ça nous a amené à nous endetter pour des projets émergents dans nos différents pays. Ces projets aujourd'hui sont en cours et sont financés par les institutions financières de la CEDEAO. Donc, ces mesures d'accompagnement vont porter également sur ces projets. Donc, forcément, les discussions qui vont être engagées entre les deux entités, désormais de la CEDEAO et de l'Alliance des États du Sahel, vont concerner forcément comment accompagner le processus jusqu'à un certain terme pour ne pas que, au niveau, comme je vous ai dit, de l'indice de développement humain des peuples. Parce que l'indice de développement humain, c'est quoi? C'est que il ne faut pas que les avantages que nous avons eu dans l'éducation, dans les infrastructures, dans le niveau sanitaire, que ces avantages-là puissent être perdus par les peuples. Parce qu'on agit pour l'intérêt des populations à donner à notre organisation un sens. Le parti Union pour la République et la démocratie, URD, soutient également cette décision qui s'inscrit selon lui dans un contexte où l'AES entend construire un cadre de coopération sous-régionale plus en phase avec les aspirations des populations. L'URD invite tout de même les autorités à un retrait structuré de la CEDEAO en vue de préserver les intérêts des peuples de l'AES. Malgré les fortes précipitations jamais enregistrées au Mali depuis 1967 et ayant entraîné des inondations et des pertes en superficie agricole, les résultats de la campagne agricole 2024 sont satisfaisants. Plus de 11 000 tonnes de céréales ont été récoltées, soit une augmentation de plus par rapport à la campagne précédente. Soumaïla Fani. Outre le démarrage difficile de la campagne, l'apparition des nuisibles, mais aussi et surtout l'inondation des cultures, les objectifs de la campagne agricole 2024 ont été atteints. Sur une superficie agricole d'environ 2 300 000 hectares pour 1 036 000 producteurs, la production céréalière a atteint 11,1 millions de tonnes contre 9,9 millions de tonnes en 2023, soit une hausse de 11%. Déjà, nous avons eu une bonne campagne pluviométrique. C'est déjà un avantage. C'est-à-dire que une fois que la pluie s'est installée,
Nous avons eu très peu de poches de sécheresse et ça a duré dans le temps. Donc certaines spéculations en ont vraiment profité. Ça a permis aux gens, au bout de certains ressemis, de s'en sortir. Cette année, les fortes précipitations ont entraîné des inondations et des pertes en superficie, en bétail et en infrastructures agricoles. Malgré cela, le secteur agricole a fait preuve de résilience grâce aux mesures gouvernementales mises en place pour soutenir les producteurs affectés par ces aléas climatiques. On remercie aussi le gouvernement pour l'aide qu'ils ont apportée par rapport aux intrants agricoles qu'ils ont mis à notre disposition et beaucoup d'autres paramètres qui sont là, qui font qu'une campagne est réussie. Une campagne réussie, c'est un tout, c'est le mélange de beaucoup de facteurs, mais n'empêche qu'il faut qu'on commence à travailler en tenant compte des changements climatiques et des nouveaux défis qui se présentent à nous. Et c'est ce qui demande une grande réflexion, et surtout de voir le mode de financement agricole approprié pour les petits agriculteurs que nous sommes. Fort de ce bilan encourageant, le pays se tourne vers 2025 avec des objectifs ambitieux, revus à la hausse de plus de 11,69 millions de tonnes et une nouvelle loi de programmation des investissements. Les experts de la Confédération des États de l'AES réunis à Bamako ont achevé leur rencontre hier dimanche de 2 jours sur l'harmonisation de leur politique de visa commun à la Confédération AES. Aminata Keita. Cette rencontre intervient quelques jours après le lancement le 29 janvier du passeport biométrique commun de l'AES. La rencontre a permis de discuter de la mise en place d'une politique de visa commune pour les pays membres de l'espace de la Confédération des États du Sahel. L'objectif est la proposition d'un sticker de visa communautaire AES dénommé Visa Liptako, mais aussi la proposition d'un e-visa qui sera donné en ligne. La présente rencontre se tient donc 4 mois après celle tenue à Bamako les 2 et 3 novembre 2024. Dans le cadre de l'harmonisation des documents de voyage et d'identité, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations pertinentes sur l'instauration des visas communautaires AES formulées par la réunion des ministres en charge de la sécurité de l'AES tenue le 22 novembre 2024 à Bamako. L'instauration des visas communautaires AES devient un enjeu essentiel pour renforcer la coopération dans notre espace confédéral, améliorer la sécurité et faciliter la mobilité des citoyens. Le visa communautaire AES favorisera l'entrée dans les 3 pays de notre confédération des personnes non ressortissantes ainsi que leur libre circulation dans notre espace communautaire. Le futur visa communautaire de l'AES a pour objectif de faciliter l'entrée des ressortissants non membres de l'AES et de la CEDEAO au Mali, au Burkina et au Niger avec comme leitmotiv la stimulation du tourisme, des échanges commerciaux et des investissements dans la région. La proposition du sticker du visa sera soumise à l'analyse et à la validation des ministres en charge de la sécurité des pays membres de la Confédération du Sahel. 490 armes et 1915 munitions, c'est le bilan d'une importante saisie effectuée par les forces armées maliennes, laquelle saisie voit le jour alors que le Mali est particulièrement confronté à une prolifération incontrôlée d'armes légères et de petits calibres. Assetoumani Koulibaly. Cette saisie de 490 armes et 1945 munitions auprès des communautés en 2024 contre 78 armes et 2686 munitions déposées volontairement témoigne de la volonté des plus hautes autorités de remédier au phénomène de circulation d'armes illégales dans le pays. La prolifération des armes au Mali tirerait ses origines dans plusieurs facteurs, les détournements de stocks militaires, le trafic transfrontalier, la récupération d'anciens arsenaux abandonnés et la fabrication artisanale qui alimente milices et groupes criminels, cités en exemple. Entre 2015 et 2022, le Mali enregistrait un chiffre de 2224 attaques impliquant des armes légères et lourdes. Un bilan inscrit dans le rapport Continuity and Change, Extremist Used Arms in Mali, publié en janvier 2024 par le Small Arms Survey. Il faut souligner que l'impact de la prolifération d'armes illégales est assez dramatique pour un pays. Avec les attaques djihadistes, les conflits intercommunautaires persistants causant de nombreux morts, la prolifération n'est que nuisible. En 2024, les attaques de groupes djihadistes avaient augmenté de 30%, rendant des zones inaccessibles. Face à de tels défis, les autorités maliennes ont tenté, et tentent tant bien que mal, de répondre au phénomène grâce à des mesures de récupération et de destruction d'armes. Dans le temps,
Les opérations de contrôle aux frontières avec les pays comme le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'opération Kafové avaient permis d'enregistrer de bilans positifs. Malgré les efforts consentis, la prolifération des armes continue, hélas, de s'effectuer en favorisant la sécurité au Mali. En bref, Ganfeng Lithium prend désormais les rênes du plus grand projet de lithium du Mali. Dans son rapport trimestriel clôturant l'année 2024, Léo Lithium annonce officiellement la cession complète de sa participation dans le projet Goulamina à la société chinoise Ganfeng Lithium. Le 26 novembre 2024, la vente du projet Goulamina a été officialisée, permettant à Léo Lithium de percevoir une première tranche de 116,3 millions de dollars américains. Une taxe sur les gains en capital de 44,7 millions de dollars a été directement prélevée par Ganfeng et versée au gouvernement. L'actualité toujours au niveau des mines. L'État prend le contrôle total de la mine d'or de Morila dans la région de Bougouni. C'est ce qui ressort du communiqué publié vendredi 31 janvier par l'Australien Firefinch, qui a annoncé la cession de sa participation de 80% dans la mine au gouvernement, déjà propriétaire des 20% d'intérêts restants. Djeneba Samaki. Après plus de 20 ans d'exploitation et plus de 200 tonnes d'or produites, la mine d'or de Morila à Bougouni est cédée à l'État malien par l'entreprise australienne Firefinch. Des experts soulignent que la gestion par l'État pourrait entraîner une augmentation des bénéfices pour les communautés locales, avec des promesses de création d'emplois et de développement d'infrastructures. C'est en mai 2024 que les deux parties ont conclu un accord au terme duquel la compagnie minière publique malienne, Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM, devait prendre le contrôle de l'actif. Avec cette acquisition, la SOREM ajoute à son portefeuille un actif hébergeant plus de 3 millions d'onces, soit 85 tonnes d'or, selon une estimation publiée en septembre 2022 par Firefinch. Cette prouesse réalisée par le gouvernement annonce de nouvelles perspectives, mais aussi des défis quant à la gestion de cette ressource. Dotée d'un capital de 100 millions de francs CFA à sa création, la SOREM est notamment chargée d'exploiter les mines du portefeuille de l'État. Le gouvernement a déjà annoncé en octobre 2024 le transfert à la SOREM d'une autre mine considérée en fin de vie et acquise par l'État auprès d'Anglo Gold et du Canadien IAM Gold. Aux États-Unis, les démocrates ont élu samedi Ken Martin du Minnesota comme nouveau chef de leur parti. Âgé de 51 ans, il dirige l'antenne du parti dans le Minnesota, succède à Jim Harrison qui a renoncé à un deuxième mandat à la tête du Democratic National Committee. Le nouveau chef du parti démocrate ambitionne amorcer un nouveau départ politique après leur défaite face aux républicains lors des élections générales américaines de novembre dernier. Je l'annonçais en titre, le Canada va mettre en place des droits de douane sur certains produits américains en représailles à ceux annoncés un peu plus tôt par le président américain Donald Trump, a déclaré le premier ministre canadien samedi 1er février dans un discours au ton très grave. Paul Yapinguesson. La guerre commerciale est déclenchée entre les États-Unis et le Canada. Donald Trump impose des droits de douane de 25% sur les produits canadiens, à l'exception du pétrole et du gaz, qui écopent, eux, d'une taxe de 10%. Le Premier ministre Justin Trudeau a répondu samedi 1er février par des taxes de 25% également, qui vont toucher une panoplie d'exportations américaines dès mardi 4 février. We will not be moving forward on issues that further divide the country. Unfortunately, the actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. If President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada. L'annonce de l'imposition des droits de douane par Washington a provoqué un tollé au Canada où les répercussions économiques seront très fortes. Le Premier ministre de la province de Ontario, Doug Ford, a déclaré que le Canada n'a pas d'autre choix que de riposter et de riposter fort. Celui de la Colombie-Britannique, David Eby, est allé plus loin en qualifiant cette annonce de trahison totale du lien historique entre les deux pays.
Il s'agit d'une déclaration de guerre économique à l'encontre d'un allié et d'un ami de confiance, a-t-il ajouté, parlant d'un caprice d'une seule personne à la Maison-Blanche. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.